Au matin du troisième jour, Isabelle, épuisée et affaiblie, se traîne jusqu'à la salle de bain. Elle sent un poids étrange à l'intérieur de son bas-ventre, comme si quelque chose bougeait en elle. Lorsqu'elle se penche sur le lavabo, prise de vertige, elle remarque soudain une chose immonde qui glisse sur sa peau. Des asticots blancs, gros et visqueux, semblent émerger brièvement avant de disparaître comme par magie. Elle panique, tente de les attraper, mais dès que ses doigts s'approchent, ils s'enfoncent dans sa chair, comme avalés par son propre corps. L'angoisse la fait suffoquer, et elle passe de longues minutes à se scruter dans le miroir, espérant que cette vision cauchemardesque disparaisse. Mais les douleurs persistent, amplifiant sa terreur. Isabelle, jeune femme de 23 ans, est connue pour sa détermination et son esprit vif. Travaillant dans une grande entreprise du centre de la capitale, elle est l'une des meilleures commerciales de la boîte. Son sourire éclatant et son énergie communicative lui permettent de briller dans ce milieu compétitif. Mais au-delà de son succès professionnel, c'est Claude, son premier amour, qui représente le cœur de sa vie. Claude est un navigateur à la stature imposante, grand et athlétique, avec ce charisme qui attire les regards. Leur histoire d'amour a commencé il y a 4 ans, dans la simplicité des premiers émois, et s'est intensifiée au fil du temps, bâtie sur des fondations solides de promesses de fidélité. Ils se sont jurés de rester ensemble envers et contre tout, et leur projet de mariage est le prochain grand événement qu'ils attendent avec impatience. Leurs amis les envient et les admirent. Claude et Isabelle forment le couple parfait, symbole de complicité et de loyauté. Mais quand Claude reçoit l'opportunité de faire un stage de 3 mois en mer, Isabelle se retrouve pour la première fois véritablement seule. Le départ de son amoureux, bien que prévu, crée un vide dans son quotidien. Les premières semaines se passent sans heurts. Isabelle se concentre sur son travail, passant ses journées à enchaîner les rendez-vous et les présentations. Mais, peu à peu, la solitude commence à se faire sentir, comme un murmure lancinant qu'elle tente d'ignorer. Chaque soir, elle rentre dans leur appartement, silencieux et vide, les souvenirs de Claude envahissant chaque recoin. Elle relit leurs messages, écoute les notes vocales qu'il lui envoie depuis la mer, et sent la mélancolie se glisser doucement en elle. Un vendredi après-midi, après une semaine particulièrement éprouvante, Isabelle quitte le bureau épuisée. Les négociations de la journée ont été tendues, les clients difficiles, et sa tête tourne encore des chiffres et des offres qu'elle a dû mémoriser. Alors qu'elle s'apprête à rentrer directement chez elle pour une soirée tranquille, l'une de ses collègues, Inès, la supplie de se joindre à elle pour une sortie. « Isabelle, tu dois absolument venir avec nous ce soir. Tu as besoin de te détendre après cette semaine. » Isabelle hésite. Elle n'a jamais vraiment aimé sortir sans Claude, préférant les soirées douillettes en tête-à-tête. Mais Inès insiste, rappelant à Isabelle qu'elle mérite de s'amuser, que Claude n'aurait pas voulu qu'elle passe ses soirées enfermée. Finalement, le stress accumulé de la semaine l'emporte, et elle cède à l'invitation de ses collègues. « D'accord, juste pour ce soir, mais je ne resterai pas longtemps, » dit-elle avec un sourire fatigué. Elles se retrouvent toutes dans la voiture d'Isabelle, et sur le chemin du bar, Inès taquine Isabelle en lui demandant d'appeler son « petit pompier ». Isabelle fronce les sourcils. « C'est quoi ça, petit pompier ?» demande-t-elle avec curiosité. « Ton second mec, voyons », répond Inès en riant. « Je n'ai pas de second mec », s'exclame Isabelle, offusquée. « Claude me suffit amplement, et je n'ai besoin de personne d'autre. » Descends de ton arbre, Isabelle. La vie est bien plus savoureuse quand tu la goûtes pleinement, dit Inès en plaisantant, les yeux pétillants de malice. Inès hausse les épaules, l'air moqueur. Tu verras, la vie est trop courte pour ne pas s'amuser, ajoute-t-elle, avant d'ajouter d'un ton mystérieux, j'ai une surprise pour toi ce soir. Sans rien ajouter de plus, Inès se tait, et Isabelle sent une légère angoisse monter en elle. Elle tente de chasser cette inquiétude en se convainquant que cette « surprise » n'est qu'une simple plaisanterie d'Inès. Pourtant, une petite voix au fond d'elle la pousse à rester sur ses gardes. Quand elles arrivent au bar, la soirée bat déjà son plein. Les rires résonnent, la musique électrise l'atmosphère, et le parfum enivrant des cocktails flotte dans l'air. Isabelle se détend progressivement, retrouvant un certain plaisir à être entourée de ses amis. Mais soudain, la porte du bar s'ouvre, et un homme entre. Sa présence capte immédiatement l'attention de tout le monde, y compris celle d'Isabelle. C'est un homme grand et charismatique, aux traits séduisants. Une barbe soigneusement taillée encadre son visage et ses yeux brillent d'une lueur mystérieuse. Il s'avance avec assurance vers leur table, et Inès, un sourire victorieux aux lèvres, se lève pour l'accueillir. Elle lui fait la bise avant de se tourner vers Isabelle. « Voici Toba, mon ami, » dit-elle en désignant l'inconnu. Isabelle ressent alors une étrange sensation. Quelque chose dans la manière dont Toba la regarde semble l'hypnotiser. Il s'assoit à côté d'elle, et dès cet instant, une tension s'installe.
Tout, dans cet homme, l'attire, son parfum boisé, son sourire charmeur, la douceur de sa voix. Elle tente de se rappeler la promesse faite à Claude, mais chaque mot de Toba l'enveloppe comme un sortilège. Inès sourit en coin, observant la scène comme une spectatrice amusée. Le temps passe, et Isabelle se laisse emporter par la conversation. Toba est drôle, intelligent, et ses blagues la font rire malgré elle. Elle ressent une légèreté, un abandon qu'elle n'a pas connu depuis des années. Ses doutes, ses principes, tout commence à s'effriter sous le charme de cet homme mystérieux. Les heures s'écoulent, et lorsqu'il est temps de partir, Toba lui demande de le raccompagner. La soirée touche à sa fin, mais Isabelle hésite. Quelque chose en elle la pousse à refuser, mais les mots restent coincés dans sa gorge. Finalement, elle accepte. Isabelle et Toba montent dans sa voiture, et la route semble plus longue qu'à l'aller. La conversation devient plus intime, les mots se font plus doux, plus personnels. Toba pose délicatement sa main sur la cuisse d'Isabelle, et elle ne trouve pas la force de l'écarter. Son cœur bat la chamade, et ses pensées deviennent floues. C'est comme si chaque geste de Toba, chaque souffle, l'attirait dans un tourbillon dont elle ne pouvait se détacher. Elle cherche en vain à se rappeler Claude, mais l'image de son amoureux semble soudain si lointaine. Ils arrivent dans un quartier sombre, et Toba lui demande de s'arrêter. L'endroit est désert, et l'obscurité enveloppe la voiture. Toba se penche vers elle, et Isabelle sent son parfum envoûtant. Elle sait que ce qu'elle s'apprête à faire est interdit, une trahison de tout ce en quoi elle croit, mais une force invisible semble lier son corps, incapable de se dérober. Alors, dans ce moment suspendu entre réalité et illusion, Isabelle cède. La passion l'emporte, et le monde autour d'eux disparaît dans un tourbillon de sensations. La tentation qu'elle avait toujours repoussée l'enveloppe enfin, et il est trop tard pour faire marche arrière. Cette nuit-là, sous les étoiles muettes, Isabelle fait l'expérience de l'interdit, bouleversant à jamais le cours de son existence. À peine de retour chez elle après cette nuit d'égarement, Isabelle ressent une étrange douleur dans le bas-ventre. C'est d'abord un simple inconfort, une sensation de brûlure qui grandit lentement au fil des heures. La culpabilité et la honte l'envahissent, mais ce sont les douleurs physiques qui finissent par la submerger complètement. La nuit, elle se tord de douleur dans son lit, incapable de trouver le sommeil. Son corps tout entier semble en proie à une fièvre inexplicable. Chaque mouvement aggrave la sensation lancinante qui monte depuis son ventre. Au matin du 3e jour, Isabelle, épuisée et affaiblie, se traîne jusqu'à la salle de bain. Elle sent un poids étrange à l'intérieur de son bas-ventre, comme si quelque chose bougeait en elle. Lorsqu'elle se penche sur le lavabo, prise de vertige, elle remarque soudain une chose immonde qui glisse sur sa peau, des asticots blancs, gros et visqueux, semblent émerger brièvement avant de disparaître comme par magie. Elle panique, tente de les attraper, mais dès que ses doigts s'approchent, ils s'enfoncent dans sa chair, comme avalés par son propre corps. L'angoisse la fait suffoquer, et elle passe de longues minutes à se scruter dans le miroir, espérant que cette vision cauchemardesque disparaisse. Mais les douleurs persistent, amplifiant sa terreur. Isabelle se sent prisonnière de son propre corps, incapable de comprendre ce qui lui arrive. Le téléphone vibre soudain sur le comptoir de la salle de bain, brisant le silence angoissant. Elle regarde l'écran, le cœur battant. C'est un numéro inconnu, mais elle sait déjà de qui il s'agit. Tremblante, elle décroche. « Allô » dit-elle d'une voix brisée. De l'autre côté, la voix de Toba est calme, presque douce. Un frisson parcourt son échine. « Isabelle, je suppose que tu commences à comprendre, dit-il. Je t'avais averti que chaque geste, chaque toucher avait un prix. » Isabelle reste muette, ses lèvres tremblent. Elle veut hurler, pleurer, mais aucun son ne sort de sa bouche. « J'ai placé une malédiction en toi, poursuit Toba d'une voix implacable. Tant que tu la porteras, aucun autre homme ne pourra te toucher sans en mourir. Et toi, tu risques bien plus si tu n'obéis pas. » Les mots tombent comme des coups de fouet. Isabelle sent ses jambes fléchir sous la peur. Elle s'appuie contre le mur pour ne pas tomber. « Que veux-tu » parvient-elle enfin à articuler, la voix brisée. Toba se met à rire doucement, un rire sans joie, teinté d'une cruauté latente. « La liberté a un prix, ma belle, dit-il enfin. 10 millions. Si tu veux que je te libère, tu devras me payer cette somme. Sinon, ta vie et celle de ceux qui t'approchent sont en danger. » Isabelle sent le sol se dérober sous elle. Elle pense à Claude, à leur vie, à leur projet d'avenir, et une vague de désespoir l'envahit. Elle n'a pas d'autre choix. Elle sait qu'elle doit trouver l'argent, même si cela signifie s'endetter jusqu'au cou. La mort dans l'âme, elle accepte. Dans les jours qui suivent, Isabelle devient l'ombre d'elle-même. Elle vend ce qu'elle peut, emprunte de l'argent à son oncle, son grand frère, à la banque et vide son compte bancaire. Chaque instant est une lutte contre la honte et la peur, mais elle est déterminée à en finir avec ce cauchemar.
4 jours plus tard, elle rassemble enfin les 5 millions exigés et attend Toba chez elle, le cœur battant à tout rompre. Il arrive à la nuit tombée, l'air impassible. Sans un mot, il prend l'argent et se dirige vers elle avec un calme glaçant. Isabelle ne bouge pas, paralysée entre la peur et la nécessité de retrouver une vie normale. Toba pose alors sa main gauche sur son bas-ventre. Ses doigts sont glacials, comme ceux d'un mort. Il ferme les yeux et commence à murmurer des paroles incompréhensibles, une litanie de mots anciens qui résonnent dans la pièce comme une incantation. Isabelle sent un froid intense pénétrer son corps, puis une douleur aiguë la transpercer. Elle hurle, et soudain, plusieurs asticots tombent de son ventre avec un bruit sourd. Une odeur fétide et nauséabonde emplit la pièce. Les asticots se tordent sur le sol, puis s'immobilisent lentement. Sans un mot de plus, Toba se relève, ramasse l'argent et se dirige vers la porte. Isabelle, trop faible pour bouger, le regarde s'éloigner avec une expression de profonde confusion. Il la laisse là, seule, face à ce qui vient de se produire. Quand la porte se referme, le silence s'abat sur elle comme un couperet. Les asticots sont morts, mais Isabelle ne sait pas si elle est vraiment libérée. 3 jours passent, et la douleur disparaît peu à peu. Cependant, une sensation de vide reste ancrée en elle, une impression que quelque chose d'irréparable s'est produit. Les jours qui suivent la disparition de Toba sont un mélange d'inquiétude et de confusion pour Isabelle. Le malaise persiste, mais elle se force à reprendre une vie normale. Sa santé s'améliore, les douleurs ont disparu, et l'ombre de la malédiction semble s'éloigner peu à peu. Pourtant, une nouvelle énigme surgit lorsque, en fouillant son appartement un matin, elle retrouve les 10 millions qu'elle avait donnés à Toba. L'argent, soigneusement empilé, est posé sur la table basse du salon, exactement à l'endroit où elle l'avait laissé avant le rituel. La surprise se mêle à une colère sourde, un sentiment d'impuissance face à l'inexplicable. Isabelle se demande si tout cela n'est qu'un jeu cruel orchestré par Toba, un stratagème pour jouer avec ses nerfs. Mais l'argent est bien réel. Elle compte les billets un par un, vérifiant qu'il n'en manque aucun. Le montant est exact. C'est comme si Toba n'avait jamais pris l'argent, comme s'il s'était volatilisé après le rituel en lui laissant cette énigme derrière lui. Les questions se bousculent dans sa tête, mais une certitude s'impose, elle doit obtenir des réponses. Déterminée, elle se rend au bureau le lundi matin avec une résolution ferme, confronter Inès. Celle-ci, de par ses incitations et ses insinuations, semble avoir été le catalyseur de ce drame. Isabelle entre dans le bâtiment avec une lueur de rage dans les yeux. Son cœur bat à tout rompre à l'idée de faire face à celle qui a joué un rôle si important dans cette descente aux enfers. Mais lorsqu'elle arrive, elle est accueillie par des regards embarrassés et des murmures étranges de ses collègues. L'ambiance est lourde, tendue. Isabelle cherche Inès, mais ne trouve nulle part la silhouette familière de son amie. Son bureau est vide, comme abandonné depuis longtemps. Elle se tourne vers une collègue, le souffle court. « Où est Inès ?» demande-t-elle, sa voix trahissant une impatience contenue. La collègue semble surprise, puis son visage prend une expression de tristesse mêlée de gêne. « Isabelle, tu ne savais pas ? Inès est morte il y a 3 semaines. Elle est partie dans son village natal pour des congés, elle s'est noyée dans une rivière. C'était tragique, une mort aussi soudaine que mystérieuse. On a tous été sous le choc quand on a appris la nouvelle. » Isabelle reste figée. Les mots de sa collègue résonnent dans sa tête comme un écho lointain. 3 semaines. C'était avant même que Toba n'entre dans sa vie, avant la nuit fatidique où tout a basculé. Son esprit vacille face à l'incohérence temporelle, et elle sent une sueur froide perler sur sa nuque. Inès était déjà morte quand tout a commencé. Alors qui était l'Inès qui l'avait poussée à cette soirée, celle qui avait organisé la rencontre avec Toba? Le monde autour d'elle se met à tourner, et elle s'accroche au bord du bureau pour ne pas perdre pied. Les souvenirs se bousculent, mais aucune réponse ne vient. Une seule certitude la frappe de plein fouet, ce qui s'est passé dépasse le simple cadre de la malédiction. Il y a une force plus sombre, plus ancienne, qui s'est jouée d'elle. Comment est-ce possible? Murmure-t-elle, les yeux dans le vide. Sa collègue la regarde avec compassion, pensant qu'elle est simplement sous le choc d'apprendre la nouvelle, alors qu'en réalité, Isabelle est confrontée à une réalité bien plus étrange. Tout le chemin de retour, son esprit est assailli de questions sans réponse. Comment Inès pouvait-elle être à l'origine de ce piège si elle était morte? Était-ce une manipulation? Une vengeance posthume? Ou quelque chose de plus sinistre et de plus ancien? Le soir venu, Isabelle retourne chez elle, hantée par cette révélation. L'argent, toujours intact sur la table, semble la narguer, symbole d'une énigme qu'elle ne sait comment résoudre. Des bruits infimes résonnent dans l'appartement désert. Chaque ombre prend une forme menaçante, et Isabelle sent une présence peser sur elle, comme si quelque chose d'invisible l'observait. Elle comprend alors que la mort d'Inès n'a pas clos cette histoire.
Quelque chose reste en suspens, une vérité cachée dans l'obscurité, une vérité qu'elle doit découvrir. Car ce n'est pas seulement elle qui a été piégée, mais peut-être quelque chose d'encore plus profond, un secret enfoui dans les traditions et les mystères anciens qui régissent ce monde. Et pour y survivre, elle devra trouver les réponses, quelles qu'elles soient, même si elles l'amènent à affronter des forces qu'elle n'aurait jamais imaginées. Les jours passent, et Isabelle ne parvient pas à échapper aux questions obsédantes qui hantent son esprit. L'étrange enchaînement des événements lui semble de plus en plus clair. Cette rencontre avec Toba, loin d'être fortuite, a été soigneusement planifiée. Peu à peu, des souvenirs lointains refont surface, des conversations oubliées, des regards troublés. Isabelle comprend alors que la clé de ce mystère réside dans le passé d'Inès et ses propres liens avec Claude. Elle se remémore une ancienne discussion avec Claude, bien avant que les choses ne deviennent sérieuses entre eux. Il lui avait vaguement mentionné une femme avec qui il avait vécu une histoire intense mais compliquée, une relation marquée par des jalousies et des disputes incessantes. À l'époque, Isabelle n'avait pas insisté, laissant cette histoire dans l'ombre du passé de Claude. Aujourd'hui, elle comprend que cette femme n'était autre qu'Inès, et que celle-ci n'avait jamais vraiment tourné la page. Isabelle en vient à la conclusion qu'Inès, incapable de supporter le bonheur qu'elle voyait entre elle et Claude, a dû rechercher une solution extrême. La douleur de voir Claude bâtir un avenir avec une autre avait nourri une rancœur si puissante qu'elle avait cherché de l'aide dans l'occulte. C'est ainsi qu'elle a rencontré Toba, un homme doté de pouvoirs sombres, un sorcier dont les pratiques étaient connues pour leur cruauté. Alors qu'elle plonge plus profondément dans ses recherches, Isabelle découvre que Toba n'était pas un simple homme. Ses origines sont entourées de légendes effrayantes. On raconte qu'il aurait pactisé avec des esprits malveillants, gagnant ainsi la capacité de manipuler les désirs et les pensées des autres. Certains disent même qu'il n'est qu'un avatar d'un esprit ancien, utilisant un corps humain pour accomplir ses desseins sur Terre. Mais l'histoire prend une tournure inattendue lorsqu'Isabelle apprend que la malédiction lancée par Toba aurait dû être irréversible. Pourtant, l'argent lui a été mystérieusement restitué, et les douleurs ont cessé. Quelque chose ou quelqu'un l'a protégée, rompant le piège tendu par Inès et son complice. Convaincue que des forces bienveillantes veillent sur elle, Isabelle consulte une ancienne, une sage du village de sa grand-mère, réputée pour sa connaissance des ancêtres et des traditions spirituelles. Cette dernière l'écoute attentivement, puis, dans un murmure empreint de gravité, lui révèle que son propre lignage lui offre une protection invisible. Ses ancêtres, des gardiens de la justice et de la fidélité, ont pris sa défense en réponse à l'attaque dont elle a été victime. Les gens qui t'ont attaqué ont réveillé une colère qu'ils n'auraient jamais dû provoquer, explique la vieille femme en traçant des signes dans la poussière du sol. La trahison et la jalousie sont des flammes, mais le destin a ses propres lois. La vieille femme lui confie également une vérité troublante. La présence de Toba n'était pas seulement une punition, mais aussi une épreuve. Les ancêtres ont permis cette rencontre pour tester la fidélité d'Isabelle, pour mesurer sa foi dans son amour. En fin de compte, même si elle a failli, ils ont perçu sa sincérité, sa volonté de protéger ce qu'elle considérait comme sacré, et ils ont décidé de la pardonner. Isabelle comprend alors que cette histoire n'était pas uniquement celle de sa faiblesse ou de sa trahison, mais un rappel des forces puissantes et invisibles qui gouvernent son monde. La mort d'Inès n'était pas un simple accident. Elle avait brisé des lois sacrées, et les esprits n'avaient fait que lui rendre ce qu'elle avait semé. Enfin, en quittant la vieille femme, Isabelle ressent une paix nouvelle. La malédiction est levée, et elle est libérée des chaînes de cette vengeance. Claude, son amour, lui revient comme un souvenir précieux, mais elle sait désormais que leur relation a survécu à l'épreuve la plus difficile. Toba demeure un mystère, un esprit errant dans l'ombre, mais Isabelle n'a plus de peur. Elle a retrouvé la force et la foi, guidée par ses ancêtres, qui veilleront toujours sur elle. Elle quitte la maison de la vieille sage, le cœur apaisé, prête à affronter la vie avec une gratitude renouvelée et une détermination inébranlable. Ce voyage au cœur de la jalousie et de la trahison lui a révélé bien plus que des dangers occultes, il lui a fait comprendre le prix de la fidélité et la puissance de ses propres racines. Les mois passent, et Isabelle, maintenant marquée par les cicatrices invisibles de son passé, entreprend un véritable voyage intérieur. Chaque matin, elle se lève avec la conscience que sa vie ne sera plus jamais la même, mais elle est prête à affronter les conséquences de ses choix. Elle a vu la noirceur des forces qui rôdent dans l'ombre, et elle a ressenti le poids de la trahison, mais elle a aussi découvert en elle une force insoupçonnée. Claude revient enfin de son stage en mer, le sourire éclatant et les yeux pleins d'enthousiasme pour l'avenir qu'ils avaient projeté ensemble. Isabelle, le cœur lourd mais déterminé, l'accueille en silence. Ils se retrouvent dans leur salon, celui qui a été témoin de tant de moments de bonheur, mais cette fois, l'atmosphère est chargée de non-dits. Les mots pèsent lourd, et Isabelle sait qu'il est temps de révéler la vérité, de se libérer du fardeau qu'elle porte. Elle commence doucement, les yeux humides, racontant chaque détail, chaque moment de faiblesse,
chaque douleur ressentie. Elle parle de la tentation, de l'influence envoûtante de Toba, des douleurs et de la malédiction, de la mort mystérieuse d'Inès. Claude écoute, d'abord stupéfait, puis submergé par une tristesse profonde. Les mots d'Isabelle sont un coup de poignard, mais il sent sa sincérité, son désir de se racheter, de ne plus cacher la vérité. Isabelle s'arrête, le visage baigné de larmes, et dans un souffle, lui dit « Je ne demande pas ton pardon. Je voulais juste que tu saches, que tu connaisses ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris. Je comprends si tu veux partir, si tu veux effacer ce que nous avons partagé. J'ai découvert que l'amour est une force sacrée, qu'il ne se joue pas avec la légèreté d'une tentation, qu'il exige un respect profond. » Claude, les yeux embués, reste silencieux un long moment. La tempête gronde en lui, mais quelque chose d'autre brille dans son regard, la compréhension. Il reconnaît la douleur d'Isabelle, ses tourments, et voit aussi la femme qui a lutté pour retrouver son intégrité. Sans un mot, il s'éloigne, laissant Isabelle seule dans le salon. Quelques jours passent sans nouvelles, et Isabelle se prépare à accepter la fin de leur relation. Cependant, Claude revient, plus calme et plus grave. Il n'a pas pardonné, mais il a compris. Il propose à Isabelle de prendre un temps pour réfléchir, de redéfinir ce que leur amour pourrait encore être, s'il peut renaître de ses cendres. Isabelle accepte, sachant que l'amour ne sera plus un fardeau de secrets et de mensonges, mais une promesse reconstruite sur la vérité. Les mois suivants sont des mois de transformation pour Isabelle. Elle prend le temps de se recentrer, de retrouver son équilibre. Elle plonge dans la spiritualité, cherche à renouer avec ses racines, à comprendre les enseignements de ses ancêtres. Elle rencontre des sages, participe à des cérémonies traditionnelles, et découvre la profondeur des valeurs de son peuple, l'honneur, la fidélité, le respect des engagements sacrés. Un jour, alors qu'elle se promène dans la nature, entourée de la majesté des arbres ancestraux et des rivières murmureuses, Isabelle ressent une paix qu'elle n'avait jamais connue. Elle comprend que la véritable rédemption ne se trouve pas dans le pardon des autres, mais dans la réconciliation avec soi-même. Elle a appris à ne plus chercher la validation dans le regard des autres, mais à puiser sa force dans son propre cœur. Au fil du temps, Claude et Isabelle reconstruisent une relation différente, basée sur la compréhension mutuelle et une sincérité inébranlable. Ils ne se précipitent plus vers le mariage, mais prennent le temps de se redécouvrir, de reconstruire une confiance fragilisée. Le processus est long, souvent douloureux, mais chaque pas est une victoire sur le passé. Ce conte africain, ancré dans la modernité mais nourri par la sagesse des anciens, rappelle que chaque décision, même la plus infime, peut altérer le cours de nos vies. La tentation, la jalousie et la trahison peuvent détruire, mais elles peuvent aussi enseigner. Les forces invisibles qui veillent sur l'univers n'interviennent pas pour punir, mais pour révéler les vérités cachées et offrir des chemins de rédemption. Cependant, malgré le bonheur retrouvé, elle se demandait toujours où était passé Toba. Allait-il revenir? Mais surtout comment Claude a-t-il fait pour lui pardonner aussi rapidement? À suivre.